Les États-Unis aujourd'hui, ce matin en particulier, respirent, provisoirement en tout cas, mais l'Ukraine, elle en revanche, elle fait grise mine. Pourquoi ? Parce que Washington évite le shutdown, c'est-à-dire le défaut de paiement de l'administration fédérale. Un accord a été trouvé entre républicains et démocrates, mais ça se fera au détriment de l'aide à l'Ukraine. Abandon pur et simple de toute nouvelle enveloppe pour Kiev. Voilà comment se justifie le président de la Chambre des représentants. Ce que le Sénat a voulu faire, c'est se concentrer sur l'Ukraine devant l'Amérique. Je comprends nos responsabilités, mais je vais faire passer l'Amérique en premier. Si à un moment donné, nous devons en discuter, nous le ferons. Mais je pense que l'administration doit présenter sa définition de la victoire et je lui demande de venir en parler à nos élus. Bon, quand on voit ça, on comprend bien le concept de faire passer de l'Amérique en premier, Margot, mais quand même, il y a un vrai enjeu pour l'Ukraine qui, là, est raté. Oui, surtout, il y a beaucoup de théâtre là-dedans. On est juste avant le début des primaires pour le camp républicain et le camp démocrate pour désigner leurs candidats. Ça commence dès janvier avec un caucus. Donc, il y a des élections dans quelques mois qu'il ne faut pas perdre de vue. Et puis, ils votent une mesure d'urgence sans cette enveloppe à l'Ukraine, puisque quand j'étais à Washington la semaine dernière, le débat au Congrès, c'était autour de cette enveloppe. Les représentants de la mouvance trumpiste refusaient catégoriquement d'inclure cette enveloppe à l'Ukraine dans ce qu'on appelle des crédits au Congrès pour l'approvisionnement des services non essentiels des États-Unis, c'est-à-dire les gardes des parcs nationaux ou encore les fonctionnaires. Les services essentiels, eux, sont maintenus. Avec cette mesure d'urgence, ça devrait tenir encore 45 jours. Alors normalement, en début de semaine, on apprend qu'un nouveau vote devrait être fait, mais on est dans véritablement un bras de fer politique, c'est-à-dire que les républicains, surtout ceux de la mouvance trumpiste, voudraient que cet argent serve à la crise migratoire aux États-Unis, qui est bel et bien présente, il ne faut pas le nier, mais tout en mettant de côté justement cette aide à l'Ukraine. Et ce que dit Kevin McCarthy est très intéressant concernant l'Ukraine. Lui, il dit dans sa déclaration au Congrès, surtout dans les médias américains, qu'il faut s'aligner sur ce que veut dire la fin de la guerre. Et donc là, on a un petit écho de ce que disent les Russes, c'est-à-dire avec quel territoire mettons fin à la guerre, est-ce qu'on est prêt à négocier selon les conditions des Russes ou non ? Et ça, il faut faire très attention à ce discours-là, puisque c'est un discours qui prend de plus en plus d'ampleur, surtout du côté républicain, surtout de l'aile ultra-droite, qu'on soit bien d'accord, concernant à quel moment on va aux tables des négociations. Et ça, une partie des républicains espère convaincre une partie de l'opinion publique concernant cette fin de la guerre en Ukraine. Claude Blanche-Maison, c'est vrai que, comme le disait très bien Margot à l'instant, il y a un enjeu national qu'on comprend très bien, beaucoup de théâtre autour de tout ça, mais en fait c'est finalement des intérêts nationaux qui là priment sur la diplomatie, et c'est là que c'est grave, parce que du coup il y a un réel impact. Oui, enfin je dirais quand même qu'il y a une bonne nouvelle, qui est que certains des sénateurs républicains n'ont pas suivi la totalité des instructions de Donald Trump, puisque selon la presse américaine, notamment CNN, Donald Trump avait dit vous votez non, le shutdown, sauf si vous avez satisfaction sur tous les points. Or, ils n'ont pas eu satisfaction sur tous les points, et finalement, ils ont laissé passer cette motion bipartisane, mais en effet, le prix à payer, et là c'est la mauvaise nouvelle en effet pour l'Ukraine, c'est que les 24 milliards sont pris en otage. Oui. Les 24 milliards sont pris en otage. Donc il n'y aura pas de shutdown, il y a 45 jours pour discuter, pour négocier, mais il est probable que le compromis, ça sera un peu en dessous de 24 milliards. Quand même, Florent Vadillo, est-ce que cette situation, qui est donc très dangereuse pour l'Ukraine, elle peut s'installer ? Parce qu'il y a effectivement cette échéance des 45 jours. Est-ce que ça peut aller au-delà ? Est-ce qu'on peut finalement répercuter un schéma similaire, peut-être pendant des semaines, des mois, et ce qui pourrait vraiment là aussi être très 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 dangereux pour Kiev ? Il est certain que la tension politique va se maintenir parce que c'est une ligne de fracture à la fois chez les démocrates et chez les républicains. Néanmoins, il y a un engagement très clair des États-Unis. C'est précisément parce que c'est une ligne de fracture qui ne sépare pas les deux camps, qui traverse les deux camps, qu'à mon sens, il y aura un accord sur l'aide militaire. Il y aura peut-être une manière de revisiter la nature de l'armement et l'intensité de cet armement qui sera fourni, parce que c'est aussi là-dessus que certaines discussions ont achoppé. Mais normalement, les États-Unis devraient poursuivre leur stratégie pour une simple et bonne raison, c'est que
si l'aide américaine diminue en Ukraine, ça aura des effets assez systémiques sur l'ensemble des crises et des belligérants ou de ceux qui aident les belligérants, avec notamment l'horizon de la Chine. Et donc, ça serait quand même extrêmement surprenant que les États-Unis acceptent d'offrir des victoires à la Russie, parce que in fine, ça serait cela, avec ce que ça aurait comme effet de déstabilisation au niveau international. Donc, je pense qu'il va y avoir sans doute un réalignement sur les aides. On se souvient notamment sur l'armement et sur la formation des pilotes, qu'il y avait eu de grandes discussions entre les deux camps. Mais normalement, ça devrait repartir peut-être avec une quotité un peu plus faible. Nathalie Schrein, est-ce que vous pensez que ça inquiète concrètement l'Ukraine aujourd'hui, ce qui se passe là à Washington ? Moi, je pense qu'ils attendent y voir venir. Pour l'instant, on va pas se, comment on appelle ça, avoir trop peur. On va pas s'angoisser. De toute manière, les Ukrainiens ils ont quelque chose à faire. Ils le font comme ils peuvent, etc. Évidemment, ils demandent de l'aide, ça c'est sûr. Les soldats sur le front, ils nous demandent tout l'équipement nécessaire qu'ils ont besoin. Ça c'est sûr. Ils en ont vraiment besoin et ils attendent notre aide. Ça c'est sûr et certain. Justement, c'est-à-dire que l'aide, là, si elle est soit stoppée, soit ralentie, ça a un impact fort quand même. C'est pour ça que vous avez quand même remarqué que les Ukrainiens, ils mettent un paquet sur la recherche et le développement, sur les armes, etc. Tout ça, ils en sont quand même conscients, ils sont quand même pas stupides. Ils savent très bien que ça fait quand même 2 ans de guerre pratiquement qui va arriver là, que tout le monde est fatigué, que tout le monde est tout l'Occident, etc. cherche de l'argent partout, nous aussi d'ailleurs. Donc ils en sont conscients. Donc ils appellent à l'aide. Je suis sûre que ça va arriver. Déjà tout ce qu'on nous a donné, c'est déjà extrêmement, c'est déjà merveilleux, c'est déjà super. On remercie le monde entier de nous aider, etc. C'est sûr qu'il va falloir continuer à aider l'Ukraine, mais il faut aussi que l'Ukraine s'aide elle-même. Et ça aussi, ils en sont conscients et ils sont en train justement d'essayer au maximum de réduire les coûts, etc. On sait très bien, quand on voit les drones à bas coût, à petit prix, qui arrivent à faire des merveilles, les Ukrainiens vont continuer dans cette lancée-là. Et évidemment, ils vont continuer à faire appel aux dons. Ça c'est sûr. Mais de là à être inquiet, je pense pas. Tout le monde est conscient qu'il faut aider l'Ukraine pour nous aider nous-mêmes. Même si effectivement on ne parle pas là de la même échelle du tout, Exactement. Évidemment, par rapport aux milliards que peut donner Washington. Margot Haddad. On est un peu une sorte de perspective, c'est-à-dire que le plus long shutdown a duré 35 jours. C'était sous Donald Trump par rapport à la crise migratoire, par rapport au mur qu'il voulait construire avec la frontière avec le Mexique. Et là, c'était les démocrates qui avaient tenu le bras de fer et justement qui avaient, après les élections donc au Congrès, avaient décidé finalement de ne pas voter cette enveloppe, ce crédit, en le votant sans l'approvisionnement, l'argent pour le mur. Oui. Et donc les Américains, au Congrès, ont vraiment conscience que, voilà, bien sûr, l'administration va en pâtir pendant quelques jours, mais on est vraiment dans du bras de fer politique. Et ça, il faut vraiment le garder à l'esprit, c'est-à-dire que les Américains, que ce soit les républicains ou les démocrates, ont conscience que on arrête. Alors bien sûr, il y a un impact sur le PIB. Il ne faut pas non plus minimiser les choses, mais ils vont au final trouver une certaine limite et un consensus à tout ça. Après, reste à savoir si les républicains vont trouver un terrain d'entente, parce que la fracture, elle est vraiment au niveau des républicains. C'est-à-dire que vous avez des républicains de la mouvance Trump qui, eux, suivent un peu ce que dit Trump, surtout en amont des élections, et vous avez des républicains qui sont assez sensés dans leur approche des terrains internationaux et qui, eux, disent même, et Mike Pence, le premier, l'ancien vice-président de Trump, de dire qu'il faut envoyer plus à l'Ukraine. Et ça fait partie aussi des désaccords au sein même du camp républicain, avec ceux qui disent on n'en fait pas assez, et ceux qui disent qu'il faut totalement arrêter pour se concentrer sur d'autres sujets au sein même du territoire américain. Il faut bien avoir en conscience ces clivages internes pour comprendre pourquoi il y a ce shutdown qui est actuellement au cœur des discussions aux États-Unis, parce que quand j'étais à la Maison-Blanche la semaine dernière, la Maison-Blanche on faisait des tonnes autour de ce shutdown en accusant les républicains de ne pas vouloir trouver un terrain d'entente, de ne pas vouloir ouvrir les discussions, parce que on est dans un bras de fer politique. Ce qui est quand même rassurant, c'est qu'au Sénat, certains sénateurs nous disent non, rassurez-vous, on ne laissera pas tomber l'Ukraine. Écoutez.
Nous ne cesserons pas de nous battre pour obtenir davantage d'aide économique et sécuritaire pour l'Ukraine. Des majorités dans les deux partis soutiennent l'aide à l'Ukraine et il est vital d'en faire plus pour la sécurité de l'Amérique et pour la démocratie dans le monde. Toute Blanche Maison, est-ce qu'on estime que les Républicains ont fait un joli cadeau à Vladimir Poutine aujourd'hui ? C'est sûr, parce qu'ils ouvrent un espace de manœuvre pour tous les réseaux pro-russes ou pour tous les défaitistes, ce qui revient au bout du compte au même, pour dire et on va voir fleurir pendant ces 45 jours tous les ballons d'essai sur d'éventuelles négociations. On en voit d'ailleurs fleurir un peu partout, y compris sur ces plateaux. Donc c'est vrai que là, on entre dans une époque qui va être difficile, et je pense qu'il nous faut aussi du côté européen réfléchir, parce que il ne s'agit pas uniquement d'opérations militaires, il ne s'agit pas uniquement d'aide militaire et puis de l'action humanitaire. Il s'agit aussi peut-être pour l'Europe d'initiatives politiques, parce que après tout, il y a d'autres choses qui sont sur la table. Par exemple, l'adhésion à l'OTAN de l'Ukraine. Et là-dessus, l'Europe pourrait bouger et peut-être prendre même les États-Unis à contre-pied, puisque les États-Unis ne veulent pas, en l'état actuel des choses, que l'Ukraine rentre dans l'OTAN, en disant c'est pas possible, c'est pas mûr, etc. Pourquoi est-ce que les Européens ne prendraient pas, soit maintenant, soit pendant la campagne électorale américaine, une hypothèse, parce que sur le champ politique, on peut aussi prendre des initiatives, et des initiatives qui aillent plus loin que les Américains. Florent Badillo, c'est vrai qu'on avait vu Volodymyr Zelensky il y a un petit peu plus d'une semaine maintenant aller justement au Congrès pour essayer de convaincre justement que ce genre de cas de figure n'arrive pas, parce que certes il est conscient qu'il y a des différends politiques, mais que rien que pour une question d'affichage, on le disait, une question politique, il ne faut surtout pas montrer que l'Ukraine c'est une variable d'ajustement. Oui, parce que la chronologie au demeurant de cette aide-là, elle ne va pas concerner les combats qui sont engagés dès à présent. Sur un temps budgétaire, on est plutôt sur l'année 2024. Donc il n'y a pas une urgence militaire à cette aide des 24 milliards. Donc c'est véritablement de la pure diplomatie, du pur effet d'affichage. Et on sait que Vladimir Poutine est extrêmement soucieux d'utiliser les élections américaines pour justement instiller des divisions, du doute. On se souvient qu'à l'été, 3 anciens responsables de la diplomatie américaine avaient rencontré le ministre des Affaires étrangères russe. Donc il y a une tentation de trouver un terrain d'entente. Certains évoquaient d'ores et déjà des concessions territoriales. Donc cet élément-là, en réalité, ce que disait très bien M. Blanche-Maison, c'est qu'en réalité, il y a derrière la possibilité d'ouvrir un front de discussion, de casser l'unité qui peut être sur ce dispositif, mais qui n'arrivera encore une fois, l'aide militaire, qu'en 2024. Donc en réalité, lorsque le front sera figé, donc dans quelques semaines, c'est là que la diplomatie reprendra ses droits, et cet épisode-là crée des difficultés. Donc pas d'impact immédiat, vous me dites. Pas d'impact. Et il ne faut pas oublier aussi que le président Biden a la possibilité d'utiliser ce qu'on appelle les fonds d'urgence, le fonds exécutif d'urgence, et c'est ce qu'il a fait quand... C'est son 49.3 à lui, finalement. D'une sorte, voilà, c'est une décision exécutive, on appelle ça, où il a permis, par exemple, d'adopter une enveloppe de 320 millions de dollars la semaine dernière, qui va venir directement du fonds présidentiel. Donc il n'a pas besoin de l'aval du Congrès pour être voté. Donc il y a encore ce mécanisme-là qui est important. Bon, c'est pas des milliards de dollars comme on le voit au Congrès, puisque c'est des fonds qui viennent de l'ensemble des Américains. Mais il y a ce fonds présidentiel qui sert de fonds d'urgence en attendant qu'il y ait un vote au Congrès.